Et aujourd'hui, pas de surprise, je vais vous parler d'argent. Et oui, vous avez le droit de ne pas aimer le sujet, vous avez le droit de ne pas vouloir devenir un fanatique de la finance, mais personne n'a le luxe de prendre des décisions chaque jour sans comprendre les répercussions financières de ses choix. Il faut réaliser que dans la vie, les deux choses les plus importantes, c'est le cash et la santé. Tu n'as pas besoin de comprendre la chimie, le tir à l'arc ou le code HTML pour réussir à t'en sortir dans la vie, mais si tu comprends rien à l'argent, malheureusement, tu vas en subir les conséquences toute ta vie. Les taux d'intérêt, l'inflation, la bourse, que vous en soyez conscient ou non, ces affaires-là ont tout un impact sur vos finances personnelles et c'est justement pour ça que je veux vous parler de leçons importantes sur l'argent. Mais avant d'aller plus loin, je veux quand même vous mettre un peu dans le contexte. Oui, aujourd'hui, je suis investisseur autonome, je gère le portefeuille de ma compagnie et je trade à mon compte, mais ça n'a pas été toujours comme ça. J'ai habité à Chicoutimi toute mon enfance, ma mère était monoparentale et honnêtement, on n'avait pas une scène, là. J'en ai mangé du chef Boyardee et du Kraft Dinner. Je suis pas gêné de le dire, là, je suis né dans une famille relativement pauvre et ce qui a changé la trajectoire de ma vie, c'est quand j'ai commencé à m'intéresser à l'argent, à vouloir comprendre comment tout ça fonctionne. Autour de 19-20 ans, je voulais savoir d'où venait l'argent, c'est quoi la dette publique, c'est quoi la bourse, comment fonctionne l'impôt, les intérêts composés, etc. Et plus je creusais, plus j'avais de questions, mais au bout de tout ça, j'ai réalisé que si tu te fous de l'argent et que si tu ne cherches pas à comprendre les finances, c'est plate, mais tu vas te retrouver à jouer le rôle que le système avait prévu pour toi, c'est-à-dire celui du consommateur qui travaille uniquement pour arriver à payer ses factures et ses dettes sans jamais s'enrichir au fil du temps. Et première des choses, il faut se rendre compte que notre environnement il est conçu pour qu'on dépense et non pas pour qu'on devienne riche. Faites juste scroller sur votre téléphone et vous allez vous en rendre compte assez vite. Tu sais, les ingénieurs les plus brillants du monde, ils travaillent justement à rendre les applications les plus addictives possibles. On veut que vous passiez du temps devant votre écran pour qu'eux autres puissent collecter des données sur vous, pour qu'après ça, ils puissent vous montrer de la publicité ciblée. Là. Si tu magasines un barbecue sur ton téléphone, prépare-toi mentalement parce que tu vas te faire inonder d'annonces de barbecue à chaque fois que tu vas ouvrir une application. Juste pour te donner une idée à quel point tu es exposé à de la pub à chaque jour, prends le temps de regarder ton accueil sur Facebook. Tu vas réaliser qu'après 2 ou 3 publications de tes amis, il y a une publication qui est écrite sponsorisée. Donc ça, c'est une pub. Et c'est la même chose si tu vas sur ton feed Instagram ou sur TikTok. Il y a 3 publications, une pub. Sur TikTok, il y a 3-4 vidéos, une pub. Et tout ça pour dire que il n'y a rien de magique derrière la croissance économique de la dernière décennie. Il faut savoir que l'économie, elle est directement liée aux dépenses des consommateurs. Donc, plus les gens achètent, plus l'économie, elle roule. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que la majorité des achats, ils sont maintenant financés avec de la dette, là, que ce soit avec une carte de crédit, un financement, un prêt, une marge de crédit. C'est rendu normal de vivre au-dessus de ses moyens. L'endettement fait partie du mode de vie et tout ça, c'est pas un hasard dans le sens qu'on a un peu conditionné les gens à fonctionner comme ça. Si on recule entre 2009 et 2022, les taux d'intérêt au Canada, ils étaient historiquement bas. Au fait, le taux directeur, il n'a pas dépassé 1,75% durant toutes ces années-là. Et à titre de référence, nous, avec les 7 baisses consécutives de la Banque du Canada, là, on est redescendu à 2,75. Là. Mais même avec toutes les baisses qu'on a subies, on est quand même pas mal au-dessus du taux directeur durant ces années-là. Mais bref, les taux d'intérêt ont tellement été bas longtemps que ça coûtait pratiquement rien d'emprunter. Et le résultat de ça, c'est que les gens ont développé une mentalité de « je m'en fous du prix tant que j'ai les moyens de payer les mensualités ». Et faites un test, là. Demandez à vos amis combien leur auto elle a coûté au total ou demandez-leur combien ils vont avoir payé d'intérêt après 5 ans. Ils n'ont aucune idée de ça. La seule affaire qu'ils vont savoir, c'est le montant du paiement d'auto qui passe à chaque mois. Et c'est pour ça que la meilleure façon de dépasser 99% du monde, c'est de ne pas tomber dans la surconsommation et l'endettement. Et tant qu'à moi, à l'exception d'une maison, si vous n'avez pas l'argent pour le payer cash,
cash, ben vous n'avez pas les moyens de l'acheter. Évidemment, ça ne veut pas dire que vous avez l'argent en liquidité, puis à ce moment-là, vous décidez de le financer juste pour améliorer votre cash flow. Ça, c'est une stratégie, mais vous avez quand même l'argent pour le faire, vous décidez stratégiquement d'étendre le paiement, ça c'est autre chose. Sinon, une autre leçon importante qui a rattrapé bien du monde depuis les dernières années, c'est la dépréciation de la valeur de l'argent parce que, en plus des taux d'intérêt hyper bas, le taux d'inflation annuel, lui aussi, a été très faible depuis le milieu des années 90. On parle d'un taux environ de 2%, et c'est sûr qu'à ces niveaux-là, c'est assez bas pour que finalement, personne ne se rende compte de la hausse des prix. Et oui, les prix montaient, mais c'était progressif, là. Il faut savoir que les salaires, eux autres aussi, ils augmentaient à peu près au même rythme, ce qui a fait en sorte que depuis environ 30 ans, personne ne se souciait vraiment de l'inflation. Mais là, depuis 2021, c'est une autre histoire, là. Le monde a constaté la perte de leur pouvoir d'achat avec la forte hausse du prix de l'ensemble des biens et services, là. Ça se voit facilement avec le prix du panier d'épicerie, le prix des repas au restaurant, le prix des assurances auto et habitation, etc. Ça prend pas mal plus de dollars pour se payer les mêmes choses qu'avant, et c'est là qu'on se rend compte à quel point notre argent, elle peut perdre la valeur au fil du temps. Et oui, vous pouvez essayer de dépenser le moins possible pour réussir à mettre un peu d'argent de côté. Vous avez ce pouvoir-là, mais ce qui est inquiétant, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur la valeur de vos dollars, là, parce que quand l'inflation elle a atteint 8,1% en juin 2022, c'était clair que les finances personnelles de beaucoup de ménages allaient être affectées, là. Juste pour vous rappeler les taux d'inflation annuels des dernières années, en 2021, c'était 3,4%, en 2022, 6,8%, 2023, 3,9%. On s'entend que avec ces taux d'inflation-là, garder son cash dans un compte chèque, c'est un suicide financier, là. Parce qu'en termes de pouvoir d'achat, ben, tu t'appauvris d'une année à l'autre. Et au fait, c'est pour ça que c'est important d'investir. Au-delà de faire fructifier ses avoirs, il y a l'aspect qu'il faut au minimum préserver son pouvoir d'achat au fil du temps. Par exemple, si vous laissez votre argent dans un compte épargne qui vous donne 1% de taux d'intérêt par année et que l'inflation est de 2,5%, ben dans les faits, votre rendement réel, il est de moins 1,5%. C'est-à-dire que en considérant la dépréciation de la valeur de l'argent, les intérêts que vous avez reçus, ils ne sont pas suffisants pour préserver votre pouvoir d'achat. Donc ça, c'est ça l'importance de comprendre le concept de rendement réel et d'inclure dans l'équation le taux d'inflation, c'est-à-dire la dépréciation de la valeur de l'argent dans le temps. Et dans tous les cas, si vous n'investissez pas votre argent durement gagné, l'inflation fait systématiquement fondre la valeur de votre épargne, et ça à chaque année. Et c'est pour ça que je dis souvent que le plus risqué, c'est de rien faire avec son cash. En laissant ça dans un coffre-fort ou dans un compte chèque ou en dessous de votre matelas, vous êtes certain de vous appauvrir au fil du temps. Et un autre concept qu'il faut comprendre, c'est que l'argent, c'est pas juste des chiffres dans un compte de banque, là. C'est aussi du temps et de l'énergie accumulée, là, dans le sens que tu l'as gagné en travaillant, tu as échangé ton temps et des efforts pour l'obtenir, et le fait que ce soit du temps et de l'énergie accumulée, c'est pour ça que l'argent a autant de valeur à nos yeux, parce que on sait ce que ça a pris pour la gagner, et surtout, on sait ce qu'elle peut nous permettre d'avoir. L'argent, tu peux entre autres l'utiliser pour acheter le temps et l'énergie des autres, là. Quand tu payes pour faire nettoyer ta maison, réparer ton auto ou rénover ta salle de bain, dans le fond, ce que tu achètes, c'est pas juste un service, c'est le temps, les compétences et les efforts de quelqu'un d'autre, là. Et c'est ça que les gens comprennent pas toujours. L'argent, c'est un outil de transfert de valeur. Tu peux t'en servir pour déléguer ce que tu n'as pas envie de faire ou ce que tu n'as pas le temps ou les compétences de faire toi-même. Et plus que tu as de l'argent, plus tu as un pouvoir décisionnel sur ta propre vie. Tu n'es pas obligé de faire des choix en fonction de ce que tu peux te permettre à la scène près. Tu peux dire non à des jobs qui ne te tentent pas. Tu peux refuser de te faire dire quoi faire. Tu peux vivre un peu plus selon tes priorités à toi
pas juste survivre en fonction de ce qui reste dans ton compte de banque. Et c'est pour ça que je dis souvent que l'argent, c'est pas tant une finalité, c'est un levier. Un levier pour gagner en liberté, pour réduire le stress et surtout pour prendre le contrôle de sa vie. Et rapidement, je vais également couvrir la notion de coût d'opportunité. En fait, c'est simple, chaque fois que tu choisis de dépenser ou d'investir, logiquement, tu fais un choix et chaque choix a un coût d'opportunité. Là. Si tu dépenses 2000$ sur un voyage, ce 2000$-là ne pourra pas être investi. Mais si on regarde, mettons, tu as réinvesti cette somme-là il y a 10 ans dans un fonds indiciel qui reflète le S&P 500, ben ton 2000$ vaudrait maintenant 5360$. Donc en plus de dépenser 2000$ net après impôt, ben, tu as passé à côté d'un gain de 3360$ et ça, ben, ça aurait pu être un rendement non imposable si tu l'avais par exemple investi à l'intérieur de ton CELI. Et est-ce que ça veut dire que il faut rien faire et juste investir 100% de son argent, 100% de son épargne? Évidemment, la réponse est non. Là. Je le sais qu'en écoutant le podcast, on dirait que je pense juste au placement, mais tu sais, dans les faits, moi aussi, je dépense pour des affaires qui sont non rentables. Là. À chaque fois que je mange un steak au restaurant ou que j'achète une montre, il n'y a aucun retour sur investissement avec ça. Là. L'idée de comprendre le coût d'opportunité, c'est plus d'être conscient du prix réel de chacune de nos décisions. Là. Une dépense, c'est plus que le montant que ça vous coûte. C'est aussi le manque à gagner que ça crée dans le futur. Et encore une fois, ça ne veut pas dire de ne pas dépenser pour s'amuser et profiter de la vie, acheter des choses que ça nous tente d'acheter. C'est seulement de considérer dans l'équation combien ça va vous coûter sur un horizon de 5, 10, 15, 20 ans. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte dans le calcul. Et une dernière précision sur l'argent, c'est du côté des marchés financiers. Donc, la plupart du temps, mon podcast tourne autour de la bourse, les marchés boursiers, tout ça. Et je pense que rendu là, tout le monde sait que la bourse, ben, ça vous permet d'acheter des actions de Microsoft ou de Netflix. Mais malgré ça, j'ai quand même l'impression que la majorité du monde, ils voient juste un graphique, puis un prix qui monte puis qui descend. Puis pour eux autres, la game, en fait, c'est d'acheter bas et de vendre haut. Et même là, il y en a plusieurs qui ne parviennent pas à le faire. Là. Mais l'idée, c'est que la bourse, c'est pas juste des graphiques puis un prix qui clignote en rouge puis en vert. Là. Acheter une action, c'est devenir actionnaire d'une entreprise. Tu détiens des parts d'une vraie compagnie. Là. Si l'entreprise décide de redistribuer les bénéfices à ses actionnaires en versant des dividendes, ben toi, tu vas recevoir à chaque 3 mois ta part des profits. Tu as également un droit de vote aux assemblées annuelles. Et si la business grandit au niveau de ses résultats financiers, ben la valeur de tes parts augmente aux yeux des autres investisseurs. Donc, c'est pas un casino, c'est de l'allocation de capital, c'est-à-dire que tu prends ton argent pour acheter des actions de compagnie qui vendent des choses et qui dégagent des bénéfices. Là. D'ailleurs, si tu n'es pas en mesure de comprendre c'est quoi leur modèle d'affaires, comment ils font leur argent, être capable de lire leurs états financiers, ben à ce moment-là, tu es mieux de te rediriger vers des fonds indiciels, des FNB qui reflètent un indice boursier. Et à ce moment-là, à l'intérieur du fonds, tu as un paquet d'entreprises différentes, tu as une espèce de diversification automatique et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de faire ce que je fais, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de faire du stock picking, d'acheter des actions individuelles. Mais dans tous les cas, il faut juste réaliser que la bourse, c'est vraiment une mécanique qui vous permet d'investir dans des entreprises au même titre que du côté privé, là, vous pourriez acheter un dépanneur, des actions du propriétaire du dépanneur et à ce moment-là, avant d'acheter les actions, ben, tu ferais ton due diligence, tu ferais tes recherches, tu regarderais la rentabilité de l'entreprise, la valeur de ses actifs, etc. Puis après cela, tu serais capable de déterminer le prix que tu es prêt à payer pour devenir actionnaire. Mais on dirait que quand c'est la bourse, le monde voit ça juste comme des graphiques, des actions, des prix qui montent et qui descendent et il oublie l'aspect investissement dans de l'équité. Sinon, il y a un autre avantage d'investir dans des actifs comme ça, et c'est en fait l'idée qu'il est toujours préférable de se positionner du côté des riches. Pas parce qu'ils sont plus fins que les autres, pas parce que vous endossez tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils font,
mais plutôt parce que généralement le système il penche en leur faveur du fait que les plus fortunés détiennent la majorité des actifs. Je donne un exemple. Trump il annonce des tarifs douaniers et ces tarifs-là ils nuisent à des géants comme Apple, mettons. Très vite, il y a tellement de pression que ça se peut qu'ils décident de finalement alléger ou annuler certaines mesures. Et pourquoi? Ben, c'est parce que des grosses compagnies comme ça, ils ont du pouvoir et de l'influence du fait qu'ils sont super importantes pour le bon fonctionnement de l'économie américaine. Donc, quand tu investis ton argent dans des compagnies comme Apple ou d'autres titans de l'économie américaine, tu places ton argent dans une business qui devrait être protégée par les décisions politiques et le lobbyiste. Et autrement dit, les riches sont souvent mieux protégés que la classe moyenne, autant par rapport à l'inflation, du fait que l'inflation, la perte du pouvoir d'achat, la dépréciation de la valeur de l'argent, c'est pire pour les travailleurs qui dépendent de leur salaire, la hausse des salaires qui ne suit pas la hausse des prix, que des riches qui détiennent énormément d'actifs. Ces actifs-là, que ce soit des actions ou de l'immobilier, règle générale, les actifs prennent la valeur du fait que ça prend plus de dollars pour avoir les mêmes actifs. Le point ici, c'est que idéalement, tu achètes ce qu'eux autres détiennent. Là. Eux autres, ils ont peut-être mis des millions en actions, mais toi, tu peux investir 500$, 5000$, 50 000$, peu importe. Tu restes du même bord que les plus fortunés en achetant des actifs. Et comme vous le savez déjà, le conseil d'administration d'une entreprise, ils vont toujours prioriser les actionnaires de la compagnie et non pas les employés de la compagnie en question. Et ça, c'est pas juste une supposition, c'est un fait, là. En cas de problème financier, s'ils doivent licencier 20% de leurs employés pour améliorer la profitabilité, ben ils vont le faire, là. D'ailleurs, généralement, quand une entreprise annonce des mises à pied, le prix de l'action va monter. C'est triste, mais une mise à pied, c'est considéré comme une bonne nouvelle du point de vue de la rentabilité de l'entreprise. Les actionnaires, eux autres, ils ne soucient pas des employés qui vont perdre leur job, ils pensent seulement à la valeur de leur investissement. Donc, c'est un peu la logique de chercher à investir dans des actifs, à se positionner du côté des plus fortunés, qui sont souvent, comme je vous dis, priorisés du côté du CA, du conseil d'administration. Les actionnaires, c'est eux autres auxquels le CA a des comptes à rendre, ils sont redevables aux propriétaires de l'entreprise. Et logiquement, en détenant des actions, ben, vous êtes actionnaire et à ce moment-là, ben, vous vous retrouvez dans le top de la liste des priorités. Et pour terminer l'épisode, même si quelqu'un ignore comment fonctionne l'économie, la bourse, le système bancaire, il en subit pas moins les conséquences. T'sais, on veut tous être libre de prendre nos propres décisions. Il n'y a personne qui veut être dépendant de son boss ou qui aime ça vivre paye par paye. Donc, si vous voulez changer de vie, ça passe par le fait de reprendre le contrôle de vos finances, mettre l'argent au top de vos priorités parce que moi, je considère que tout le monde peut s'en sortir, tout le monde peut arriver à doubler ses revenus, à éliminer ses dettes. Suffit de comprendre comment ça marche vraiment. Et sur ce, je termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.